Oui, cette définition, la notion de peuple autochtone, qui étaient les peuples autochtones, a donc constitué un objet de discussion très intense au début du groupe de travail. Mais ce que j'observais pendant ces premières sessions, c'était une indigénéisation de l'ONU, si vous voulez. Dans la mesure où, au fur et à mesure où ils étaient de plus en plus nombreux, ils imposaient par leur présence et ils mettaient en scène, en quelque sorte, leur autochtonie, ce que j'appelle l'autochtonie, et dont je parlerai plus tard, en instituant des rituels. Alors, par exemple, ils avaient convaincu la présidente du groupe de travail, Madame Erika Daes, qui était une experte de l'ONU, qui était très, très ouverte aux problèmes autochtones, bien que très stricte sur les temps de parole. Elle avait beaucoup de compréhension pour la question autochtone, et elle a réussi à faire un travail remarquable. Eh bien, ils avaient convaincu Erika Daes de commencer chaque session par une prière à l'ONU, par une prière qu'un leader spirituel prenait en charge. Et alors, ce leader invoquait dans sa langue les aînés, les esprits, les ancêtres, et leur demandait d'éclairer le travail qu'il ferait, soit pendant la session, soit pendant la semaine. Donc, cette façon d'imposer à l'ONU ces rituels me semblait très intéressant et assez unique à l'ONU. Autre chose, ils arrivaient chacun en costume. Il y en avait qui n'avaient pas de costume, mais beaucoup avaient, surtout le premier jour, un costume. Bon, les Samis, on connaît leur costume avec le petit volant, les souliers en peau, etc. Même les pantalons en cuir, qui sont très très beaux. Mais d'autres costumes étaient beaucoup plus extravagants, comme les Aïnous qui portaient des grandes robes à dessins géométriques noir et blanc, comme l'île de Pâques qui arrivait avec des plumes dans tous les sens, les Maasai qui arrivaient presque tout nus avec le grand châle écossais là qu'ils portent et, et donc ils venaient chacun dans leur costume pour bien marquer qu'ils étaient différents les uns des autres, si vous voulez, que chacun avait son identité. Mais en même temps, aussitôt qu'ils prenaient la parole, ils disaient quelques phrases dans leur langue d'origine, bon, là encore pour affirmer leur identité autochtone, mais s'adressaient à leurs frères et sœurs autochtones. Alors là, dans une langue traduite par l'ONU, dans les 5 ou 6 langues reconnues à l'ONU, et qui avaient des traducteurs. Et là, ils parlaient au nom de leur communauté ou de leur groupe pour bien souligner la dimension collective du propos. C'était jamais un individu qui parlait pour lui-même. Il parlait toujours au nom d'une collectivité, d'une organisation, d'un groupe. Alors, tout en se différenciant les uns des autres, ce qui était frappant, c'est que tout en venant des 4 coins du monde, leur récit décrivait des expériences qui se ressemblaient étonnamment, c'est-à-dire colonisation, occupation militaire, déplacement forcé, assimilation forcée, spoliation de leur territoire, ethnocide, acculturation forcée, etc.
Donc, le récit de toutes ces situations qu'ils devaient faire en un temps très limité, puisqu'ils étaient très nombreux à vouloir parler, donc il fallait ordonner cela en sections très, très rapprochées. Le récit de toutes ces situations nourrissait en quelque sorte l'identité globale autochtone. C'est en ce sens que je pense qu'elle se construisait en même temps. Ils fabriquaient à Genève une identité globale qu'ils nourrissaient de tous ces récits. Et entre les sessions, ils comparaient leurs expériences, ils échangeaient des informations et tissaient des liens entre eux très forts pour élaborer éventuellement des stratégies communes ou des interventions communes. Par exemple d'intervention commune, en 1992, le représentant Aïnou du Japon a parlé avec le représentant autochtone de Sibérie pour revendiquer ensemble les îles Kouriles comme territoire autochtone, alors qu'il y avait un problème entre le Japon et la Russie pour savoir qui... Donc, avec l'accroissement de cette participation autochtone sur la scène onusienne, des rapprochements par région ont eu lieu et des caucus se sont créés régionaux qui réunissaient les autochtones d'Afrique, d'Asie, du Pacifique, d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Et donc, au sein de ces caucus, des nouvelles solidarités se sont créées et elles se fondaient sur des référents géographiques, mais aussi sur des intérêts qui débordaient le cadre national. Donc ces intérêts pouvaient conduire les leaders à prendre ensemble des décisions sur tel ou tel thème, discuter en session plénière, et à demander à adopter une position commune pour prendre la parole et dire le caucus Afrique pense que, etc. Les participants de chacun de ces caucus régionaux qui se réunissaient souvent le matin très tôt participaient le soir, après les sessions, après 6 heures du soir, à un caucus global, autochtone, où là, ils se réunissaient tous et essayaient de discuter des enjeux des prochains jours, de ce qu'il fallait envisager comme stratégie, etc. Donc ces travaux avaient lieu à différents niveaux. De 1982 à 1993, le groupe de travail s'était donné pour tâche l'élaboration d'une déclaration des droits des peuples autochtones. Et donc, c'était une discussion qui avait lieu entre 3 types d'acteurs, les experts de l'ONU, les représentants autochtones et les délégués gouvernementaux. Dans cette première partie, de 82 à 93, les délégués gouvernementaux étaient présents, mais il n'y en avait pas beaucoup. Le Canada était très présent, il venait parfois avec une délégation de 5 personnes. Ils ont beaucoup investi au départ dans ce groupe de travail, et dans les autres aussi qui ont continué, même si à la fin, ils ont refusé la déclaration, mais c'était pour d'autres raisons, à cause de Harper. Donc, parmi ces délégués gouvernementaux, le Canada était très présent, la France n'était pas très intéressée et envoyait la plupart du temps des stagiaires de l'ENA, qui étaient là, écoutaient, faisaient leur rapport sans doute après, mais chaque année c'était des stagiaires différents. Donc il n'y avait pas du tout de continuité, et nous,
moi, en tant qu'ethnologue, et j'essayais d'établir des liens avec eux pour savoir un peu quelle était leur position. Et chaque année, il fallait les briefer sur ce qu'était un peuple autochtone, leur situation, ce qu'ils revendiquaient, pourquoi, etc., etc. Il n'y avait aucun suivi du côté français. Et les États africains étaient, pour ainsi dire, absents, parce que ça ne semblait pas les intéresser. Il faut dire que les missions africaines à l'ONU n'ont pas beaucoup de moyens, et donc jugent qu'il faut envoyer les gens à tel ou tel groupe de travail ou autre réunion, comité, selon leurs intérêts à eux, quoi. Et donc, ces trois types d'acteurs discutaient. Les Scandinaves ont été très présents, que ce soit le Danemark, la Suède, ou la Norvège, ou même la Finlande, étaient des gens très engagés dans cette question autochtone. Également les gouvernements latino-américains qui ont joué un grand rôle dans cette dans cette déclaration, et surtout après les blocages qu'il y a eu. Les thèmes qui étaient discutés et qui ont qui ont causé le plus de problèmes, c'était le droit à l'autodétermination que les autochtones exigeaient, et qui figure dans l'article 3 de la déclaration. Ils demandent notamment qu'on respecte les traités signés avec eux, et la liberté de se développer librement. De se développer librement sur le plan économique, social et culturel. Donc, ils veulent. Ça a donné lieu à une discussion, notamment avec les États-Unis, qui ont dit oui, mais il y a une autodétermination interne et une autodétermination externe. On est d'accord pour l'autodétermination interne, mais pas du tout pour l'autodétermination externe. Alors, bon, finalement, dans le texte, on ne précise pas si c'est interne ou externe, et on a réussi à ce que cette question d'autodétermination, qui a été longuement discutée, figure dans la déclaration telle qu'il a été présentée ensuite au Conseil, à la Commission des droits de l'homme. Tout un gros chapitre également sur terre, territoire et ressources naturelles ont provoqué beaucoup de problèmes. Les autochtones tiennent beaucoup aux relations qui les lient à leurs terres et territoires, qui sont à la fois spirituelles, sociales, économiques, politiques, et qui leur apportent aussi les ressources indispensables à leur survie. Ils ont très souvent invoqué le concept de terre-mère pendant ces discussions, et en disant que cette terre-mère, on ne peut ni la posséder, ni se l'approprier comme une simple marchandise, et en montrant que la terre, pour eux, est de nature collective. Donc, il y a eu une espèce de discussion entre deux types de représentation de la nature et de la terre-mère. Les gouvernements qui avaient une idée de la nature en termes de marchandises, d'exploitation, de ressources, et puis les autochtones qui avaient une vision collective, beaucoup plus environnementale et spirituelle même de cette notion, qui faisait problème. Un des articles, je crois que je vais revenir après quand je vais parler d'un autre groupe de travail sur la déclaration, c'est le problème du consensus
libre, éclairé que les autochtones réclament pour gérer leurs propres terres et qui faisait également énormément de problèmes. Ce qui est intéressant à dire au niveau de ce groupe de travail et de tout cette élaboration des 46 articles de la déclaration, c'est que les peuples autochtones sont devenus des sujets de droit international et non pas des objets. Et c'est la première fois dans l'histoire des Nations Unies qu'un tel renversement des rôles se produisait, parce que généralement, et on l'a vu avec l'Organisation internationale du travail qui a modifié la Convention 169, où là, les autochtones étaient passifs et écoutaient, observaient, mais n'avaient pas le droit à la parole. Là, dans le cas du groupe de travail sur les populations autochtones, les autochtones avaient la possibilité de parler, de proposer un certain nombre de choses, et donc devenaient des acteurs de ce processus. Ce qui n'a existé, à ma connaissance, dans aucun autre groupe de travail. Alors là encore, indigénisation de l'ONU et influence des autochtones. Donc en 1993, Erika Daes, la présidente, remet le projet de déclaration à la sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et la protection des minorités, dont dépendait le groupe de travail. Et ce texte est acheminé progressivement vers la Commission des droits de l'homme, où là, beaucoup plus d'États participent, et c'est une commission beaucoup plus politique. Donc, après examen, il décide que ce projet n'est pas valable, et en 1995, il décide de créer un nouveau groupe de travail sur les droits des peuples autochtones. Donc, le premier travail n'a pas servi, enfin, a quand même servi de canevas, même si il voulait le modifier entièrement. Finalement, il y a beaucoup de choses qui ont été retenues du premier projet. Mais pour les peuples autochtones, c'était un revers, quelque part. Et surtout que dans ce nouveau groupe de travail, les pays, les représentants gouvernementaux traînaient, ne voulaient pas reconnaître la notion de peuple, ne voulaient pas reconnaître les droits sur les ressources. Bref, pendant une dizaine d'années, on revenait à l'ONU chaque année et puis tout était bloqué. Et à tel point qu'il y a des autochtones qui ont fait une grève de la faim. Il y en a eu 6 ou 7, je crois, grève de la faim dans la salle où se tenait le groupe de travail pendant plusieurs jours pour bien montrer à ces pays, à ces États, que bon, ça suffisait peut-être, qu'il fallait avancer et aboutir à quelque chose. Donc, une personne qui a joué un rôle important, c'était le président de ce groupe de travail, qui était un Péruvien, un diplomate péruvien, un certain Chavez, qui a réussi, à un moment donné, à faire le consensus de toutes les propositions, à proposer une écriture d'un certain nombre d'articles, notamment sur les terres, territoires et ressources naturelles, qui a permis au groupe de travail d'avancer et peu à peu d'arriver en 2006 à clore le projet.